L'idée, ça va être de commencer dans un premier temps par vous présenter une étude qu'on a faite avec l'Institut Ipsos à la fin de l'année dernière sur les pratiques informationnelles des Français. C'est Cécile Calmont qui est avec moi aujourd'hui, qui travaille chez Caféine également, qui va vous en dire un petit peu plus. Et puis ensuite, on aura un moment d'échange avec nos intervenants sur les pratiques informationnelles des jeunes et voir comment est-ce qu'on peut les ramener à une information fiable, de qualité, et comment est-ce qu'on travaille à cette éducation critique aux médias dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours pour le mieux. Voilà. Pour vous donner juste un tout petit topo sur Caféine pour ceux qui ne connaîtraient pas. Caféine, c'est une entreprise qui a un service de streaming de l'information. On distribue, et notamment via le réseau Canopé, avec qui on organise ce webinaire, la presse en ligne et les médias en ligne au sein des CDI, des collèges et lycées en France et dans les lycées français à l'étranger, dans une partie. L'idée étant de proposer, de voir un maximum de titres et d'opinions différentes, donc de donner à voir le pluralisme de la presse qu'on a la chance d'avoir, avec de l'éditorialisation que vous voyez là, qui est faite par nos équipes éditoriales. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire pour que ce soit le plus simple d'interagir tout au long du webinaire, c'est que vous puissiez poser vos questions au sein du chat. On essaiera d'y répondre tout au long. Voilà. Je vais maintenant laisser Cécile nous présenter cette étude Ipsos. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Merci Julia. Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence et ravie d'être parmi vous. Donc moi je m'appelle Cécile, je fais partie de l'équipe stratégie de Caféine depuis 5 ans et j'interviens notamment sur des sujets de connaissance du marché. Et donc Julia l'expliquait, l'été dernier, Caféine a commandité une étude auprès de l'Institut Ipsos, étude d'information des Français. Et on a pensé que ça constituait une bonne introduction à la discussion qui va suivre. Donc l'idée c'est de vous présenter quelques éléments de la pratique informationnelle des Français et notamment des plus jeunes. Donc il s'agit d'une étude qui est réalisée en standard. 2000 individus âgés de 18 à 20 ans et représentatifs de la population française ont été interrogés. Oui, nous y voilà. Le premier chiffre, non, celle d'avant. Un des premiers chiffres intéressants qui est ressorti de cette étude, qui n'était pas vraiment une surprise, c'est que 98% des Français déclarent s'informer quotidiennement. C'est énorme et ça témoigne bien évidemment d'un très fort intérêt pour la qualité. En rentrant un peu plus dans le détail, Ipsos a relevé que malgré le fait que les Français s'informent quotidiennement, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à cette activité. Plus de 6 Français sur 10 y passent moins d'1 heure par jour. On est donc sur un créneau assez court pour s'informer. Et en parallèle, Ipsos relevait aussi une disparité géographique, puisque un peu moins de la moitié des franciliens y passent entre 1 heure et 3 heures par jour, contre 30% des Français qui habitent en région. Parmi les canaux qui sont proposés, la télévision reste le média le plus consommé. Plus de 7 Français sur 10 la regardent plus d'1 heure par jour, contre seulement 45%. C'est une proportion qui nous a un peu surpris chez Caféine, dans le sens où on a tendance à penser que les médias traditionnels sont fortement bousculés par le digital. C'est le cas, mais on voit qu'ils restent quand même très bien positionnés. Le slide suivant, il vous présente un tableau qui est intéressant pour comprendre les pratiques générationnelles. Donc on présente ici la part de la population qui consacre plus d'1 heure par jour à telle activité. Donc on peut voir que chez les plus jeunes, la population, la tranche la plus jeune qui a été interrogée par l'agence Ipsos, les 18-24 ans, l'item s'informer, ça arrive loin derrière les autres activités. Passer du temps sur les réseaux sociaux, regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo. Ce n'est cependant pas la tranche de population pour laquelle ce pourcentage est le plus bas, comme vous pouvez le voir chez les 35-44 ans. Et sans surprise en revanche, la moitié des 60 ans et plus, 1 heure par jour à s'informer. L'étude s'est ensuite intéressée à l'information des Français, ce qui va être vraiment le cœur de la discussion aujourd'hui. Donc on retrouve en première position au global la télévision, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est utilisée par 77% des Français. Encore après.
Yes. La télévision, donc utilisée par 77% des Français. Et ensuite, ex aequo, la radio et la presse, deuxième position à 46%. Que si la presse figure bien en deuxième position au niveau national, elle n'est que la 4e source d'information des plus jeunes. Derrière la télévision, les réseaux sociaux et les sites ou applications de streaming type YouTube ou Twitch. Cécile, je crois que ça coupe un petit peu. Peut-être qu'on peut couper la caméra. Oui. Que ce soit peut-être un petit peu plus fluide. Dites-nous dans le chat si c'est... Est-ce que ça va mieux? Ça a l'air. Oui, ça va mieux? Ouais. Ok. Parfait. Merci beaucoup pour vos nombreux retours qui confirment que ça va mieux. Donc, ce que je disais, c'est que on retrouve donc en première position la télévision, qui est utilisée par 77% de la population, la radio et la presse. Et dans ce tableau, ce qui était intéressant, c'est que la presse figure en deuxième position au niveau national, mais elle n'est que la 4e source d'information des plus jeunes. Assez loin, la télévision, les réseaux sociaux et les sites ou applications de streaming. Et si on considère la seule ligne presse, on observe qu'il y a un net décrochage par rapport aux autres générations. Vous voyez la ligne qui est en jaune aujourd'hui. 58% des ans et plus utilisent la presse pour s'informer, 45% des 45-59 ans et seulement 35% des 18-24 ans. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire. Alors, vas-y, coupe ton son. Je vais essayer de mettre la musique. Alors, comme on a la chance d'être dans la même salle, on va essayer avec mon micro, donc mon fil qui fonctionnera peut-être un peu mieux. Est-ce que vous m'entendez de manière un petit peu plus fluide? Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok, donc vas-y Cécile, je m'approche un peu. Du coup, je poursuis sur les usages. Une statistique intéressante qui a été relevée par l'étude également, c'est que 82% des lecteurs de presse déclarent utiliser au moins un format numérique. Et ce chiffre monte à 95% chez les 18-24 ans. Donc on le sait, c'est une population qui est extrêmement digitalisée, bien sûr. Et ensuite, ce qui était intéressant aussi de relever, c'est que la répartition entre papier et numérique, au final, elle est assez équilibrée. Elle est assez équilibrée puisque 51% des lecteurs de presse utilisent le papier ou le numérique en fonction de leur contexte de lecture. Un quart des lecteurs préfèrent la version papier, un quart préfèrent la version numérique, et la moitié d'entre eux peuvent vraiment utiliser les deux de manière assez indépendante en fonction de leur contexte de consommation d'information. Enfin, le budget mensuel maximum qui est consacré à la presse, il est relativement bas. La moitié des Français dépensent au maximum 5 € par mois, et c'est à peu près la même proportion chez les plus jeunes. À noter que chez les utilisateurs de kiosques numériques, les montants sont plus élevés puisqu'on est sur des populations qui sont quand même éduquées à payer pour de la presse. Je lis que quelqu'un nous demande si on pourra envoyer par email le support du webinaire. Oui, tout à fait. Et la séance est par ailleurs enregistrée. Donc, que retenir de ces quelques éléments? D'abord que la moitié des Français lisent des journaux ou des magazines pour s'informer, mais seulement un tiers des 18-24 ans. Ces derniers s'informent avant tout via la télévision et les réseaux sociaux, tandis que la presse reste le média privilégié des 60 ans et plus. Les lecteurs de presse ont un profil qui est relativement plus francilien, masculin, CSP+, et plus âgé que l'ensemble de la population, ce qui témoigne de la difficulté d'attirer les plus jeunes générations vers ce média. Et enfin, le temps passé à s'informer est relativement court et les Français investissent aujourd'hui un budget qui est limité. Donc, pour conclure, quelles questions est-ce que ça pose concernant le rapport des jeunes à l'information? On a retenu plusieurs défis pour les acteurs de l'information qui vont faire l'objet de la discussion qui suit. La nécessité de s'adapter au temps d'attention qui est réduit, à un contexte de consommation de l'information qui est différent pour ces générations plus jeunes. La notion de plateforme et de canal qui est devenue primordiale. Les plus jeunes sont très équipés, smartphones, tablettes, et il faut arriver à capter leur attention via ces canaux. Et enfin, on le sait, les plus jeunes sont friands d'informations. Ils connaissent les grandes marques médias. Il y a donc une réflexion à mener sur les formats, l'interactivité, la façon de mettre en valeur les marques médias et leur contenu pour les intéresser. Donc tout un programme pour nos interventions du jour.
pour la discussion qui va suivre. Peut-être avant que cette discussion commence, est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être présenté? Et je vous propose que dans le même temps, on puisse remettre les caméras, vu que le petit souci a l'air d'être résolu. Donc oui, si vous avez des questions, mettre dans le chat. Si Marion, Adélaïde, Théophile, vous voulez rebondir, après je pense qu'on va avoir l'occasion de rediscuter de tout ça juste après, mais sinon on peut passer à la suite sans problème. Ok. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, en tout cas, Cécile, pour ces informations. Et on s'organisera avec le clinique pour que vous puissiez avoir ces slides-là qui vous soient partagés, en plus du replay. Donc, ça nous mène au sujet du jour qui a fait l'objet effectivement de beaucoup de débats ces derniers jours sur la question de l'information des plus jeunes générations, sujet auquel vous êtes tous confrontés. Il me semblait intéressant de rappeler dans un tout premier temps quelques définitions qui ont notamment été rappelées hier lors de la journée d'études à l'occasion des 40 ans du Clémy à la Sorbonne. La différence entre la désinformation, qui est vraiment l'initiative d'une fabrication d'une fausse information avec une intentionnalité de la propager. La mésinformation, qui pour le coup est une information erronée également, mais dont la personne qui la diffuse n'est pas au courant et qui est induite notamment par la désinformation. Et la malinformation, qui est une information qui utilise la vérité, mais qui va être utilisée de manière douteuse, entre guillemets, pour porter préjudice de quelque manière que ce soit. Et c'est intéressant d'avoir ces éléments en tête, parce qu'on ne va pas tant réfléchir à lutter uniquement contre l'information, mais finalement contre tous ces types de fausses mésinformations, malinformations, désinformations. Donc, pour vous présenter un petit peu les personnes qui sont aujourd'hui avec nous, je vais se présenter plus en détail. Donc, Marion Pignot, qui est rédactrice en chef adjointe du journal 20 minutes que tout le monde connaît. Adélaïde Génie, qui est journaliste et directrice des opérations de Spicy, qui est une plateforme de documentaires, et SpyEduc, qui est le pendant éducation aux médias, un petit peu le Netflix de l'éducation aux médias, qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Et Théophile Gauchéa, qui est le CEO et fondateur de Sven, qui est un genre de TikTok d'info qui a été créé justement pour s'adresser aux plus jeunes générations. Peut-être, Marion, si tu veux commencer à nous en dire un petit peu plus sur ce que vous faites aussi, notamment sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes un journal papier initialement, mais vous avez développé beaucoup de choses par ailleurs. On ne t'entend pas, Marion, je crois que le micro est toujours coupé. Ça va mieux? Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, effectivement, on a pris le virage des réseaux sociaux, un gros virage vraiment après les confinements. On a sorti une grande enquête aussi de notre côté. Il y a quelques chiffres qui rejoignent les vôtres, effectivement, mais on s'est concentré en fait sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a sorti effectivement quelques grands chiffres, après sur les 16-25 ans, puis sur les 25-30 ans. Et en fonction de la communauté aussi, moi jeune de 20 minutes, qui est un peu un laboratoire unique en son genre. 20 minutes, il faut savoir que 20 minutes, c'est quand même la marque d'info d'un jeune sur 3. Aujourd'hui, c'est 3,1 millions de jeunes de 18 à 30 ans qui sont touchés par 20 minutes tous les jours. Pardon, tous les mois. Et on va dire le groupe Moi Jeune, qui nous permet en fait de prendre un peu le selfie de cette génération, nous a permis en fait de collaborer avec plus de 5000 membres
dont 2000 sur Insta et Facebook, en fait, pour prendre un peu le pouls de justement l'information des jeunes et l'information sur les réseaux sociaux et savoir comment nous, on allait pouvoir opérer notre virage. Et le virage s'est pris grandement sur TikTok et Instagram, justement, parce qu'on a vu que c'était vraiment une montée en puissance de ces deux médias, alors que Facebook, c'était vraiment pour des générations comme la mienne, des quadras. Et donc, on est vraiment monté en puissance. Il s'avère qu'en interne aussi, on a eu des chamboulements que vous connaissez peut-être, qui ont fait que, en fait, tous les journalistes qui s'occupaient en fait du community management et des réseaux sociaux ont été renouvelés et sont aujourd'hui très jeunes. Et c'est des journalistes qui utilisent les réseaux sociaux dans leur vie quotidienne, dans leur vie perso, et qui sont très polyvalents, qui tournent, qui montent, qui publient leurs propres vidéos, qui peuvent aujourd'hui passer devant comme derrière l'écran, scripter des informations, monter des nouveaux formats. Et c'est ce qui nous a permis en fait de prendre ce virage assez radical depuis 2 ans, à 20 minutes en tout cas, et de monter en puissance sur les réseaux sociaux et de garder en fait, nous, c'est vrai que le site s'adresse, on va dire, globalement aux 25-30 ans, mais on va proposer la même information différemment sur nos réseaux sociaux à une catégorie de lecteurs beaucoup plus jeunes et de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que sur TikTok, on est sur de 14-18 ans. Si je cite bien mes collaboratrices qui sont rédactrices en chef des réseaux sociaux et de la vidéo. Donc du coup, c'est vrai qu'il a fallu essayer de faire des passerelles entre notre site internet, qui est visité quand même tous les mois par 20 millions d'utilisateurs, et les réseaux sociaux sur lesquels, notamment Facebook, on était en perte de vitesse, ou alors pour lesquels on n'était pas du tout adapté. Et depuis la sortie des confinements, on a vraiment changé notre fusil d'épaule, on a pris un nouveau virage et apparemment ça fonctionne. Je ne sais pas si je continue ou si vous avez des questions pour je rentre dans les détails ou pas. Alors, il y a une première question, je pense qu'on peut continuer les présentations, mais qui est de Laure. Quel est le sens de scripter? C'est, on va dire, quand on a une info, on va dire, Elisabeth Borne déclenche le 49.3. On va, nous, écrire un papier, un article pour notre site internet, mais si on décide de traiter cette information en vidéo ou pour les réseaux sociaux, on va devoir la réécrire. On va devoir, comme on n'est pas encore dans la mise en scène de l'information, mais comme on doit créer des nouveaux formats, on va devoir scripter cette information, c'est-à-dire écrire un script. Vraiment, la journaliste dit ça, on présente tel livre, on va mettre telle image d'Elisabeth Borne, voilà, tout est détaillé pour qu'on puisse se lancer et que le tournage de cette vidéo soit le plus fluide possible. Je ne sais pas si j'ai été claire. J'espère. Simplement pour... ok, ouais, c'était clair. Pour la durée du webinaire, on s'est donné à peu près 1 heure. Voilà. Donc, je vais maintenant laisser Adélaïde nous parler un petit peu de Spicy et de Spicy Educ plus particulièrement. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je m'appelle Adélaïde Génuy, je dirige les opérations de Spicy, qui est une plateforme de streaming 100% documentaire. C'est comme Netflix ou voilà, Disney+. En fait, on s'abonne et on a accès à un catalogue de documentaires ouverts sur le monde qui décrypte l'actualité du monde. Cette plateforme, du coup, a été créée il y a maintenant 8 ans. Par des professionnels des médias, des journalistes, et on a plusieurs piliers éditoriaux qui sont du coup, alors on a beaucoup de documentaires sur les femmes, sur la planète, sur même tout ce qui est un peu culture, découverte du monde, etc. Mais on a surtout un pilier éditorial très fort sur la lutte contre la désinformation. Puisqu'on a produit il y a maintenant 8 ans à la création de Spicy un documentaire, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, qui s'appelle « Comment nous avons piégé les complotistes ». L'idée, c'était on a réalisé en fait un faux film, donc un film complotiste, qui expliquait voilà, que
virus du sida n'existait pas, qu'il avait été créé par la CIA pour éviter l'embargo sur Cuba, etc. Et puis derrière, on a diffusé cette vidéo complètement complotiste sur les réseaux et ça a été très viral tout de suite. Et ça a même été repris par des médias traditionnels, etc. Et donc, on a filmé tout ce processus pour montrer l'impact d'une vidéo complotiste sur Internet. Suite à cela, on a eu beaucoup d'enseignants qui nous ont demandé de mettre ce documentaire à disposition dans leur classe pour le montrer à leurs élèves. Et puis, d'année en année, la demande est devenue très, très forte. Tout ça, c'était il y a 8 ans et on ne parlait même pas de fake news encore en France. Hein, donc, je vous raconte ça, c'est un peu la préhistoire. Mais voilà, et donc du coup, il y a 1 an, on s'est dit, mais pourquoi pas créer un volet éducation chez Spicy qui s'appelle du coup Spicy Educ, voilà, et qui mettrait à disposition des enseignants toutes nos vidéos, mais aussi on a beaucoup reproduit hein, pour avoir pas que des documentaires, mais aussi des formats courts de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, même plus. Pour que les enseignants voilà, puissent élaborer leurs séances. Donc, Spicy Educ a été créé il y a 1 an maintenant. C'est disponible du coup par abonnement payant. C'est environ 200 € l'année pour tout l'établissement scolaire, connexion illimitée, etc. Et on est disponible donc soit via notre site internet, mais aussi via le Gard. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais aussi EasyDoc, qui est le portail documentaire porté par Réseau Canopé. Et après, des librairies voilà, comme EMLS ou LDE, il est possible que certains d'entre vous utilisent ça aussi. Et via les tablettes UnoWay aussi, qui sont mis à disposition dans quelques régions. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment nos documentaires et nos vidéos sont mis à disposition dans des parcours pédagogiques. Il y a plusieurs thématiques. Donc, on a beaucoup de choses, par exemple, sur les fake news et la santé, l'impact du numérique sur la démocratie, les théories complotistes, bien sûr. Voilà, et puis du coup, il y a aussi des fiches pédagogiques qui proposent aux enseignants, s'ils le souhaitent, des ateliers, des débats, quelles vidéos à regarder en classe, combien de temps dure cette séance, etc., etc. Et puis, il y a aussi des questionnaires pour tester ensuite les connaissances des élèves. Mais peut-être qu'on peut montrer la vidéo, Julia, qui explique et qui montre un peu la plateforme. Je ne sais pas si tu l'as… Elle est passée, non? Vous l'avez pas… Ah oui, on l'a vu, mais peut-être qu'il n'y a pas de son. Je crois pas. Les images, écoute, on va… c'est pas très grave, sinon je pourrais l'envoyer et vous pourrez la transférer. La vidéo est dans la présentation qu'on pourra vous envoyer, donc vous pourrez regarder un petit peu plus en détail. Pour la question de l'abonnement, oui, c'est par abonnement. Du coup, c'est un abonnement annuel. Globalement, alors c'est sur demande de devis, mais globalement, pour être totalement transparent, en fonction de la structure qui demande, alors si c'est un établissement scolaire, c'est environ 200 €. Après, si c'est des enseignants qui sont sans structure derrière, par exemple des centres de formation, il y a un formateur, etc., on adapte le devis, ça peut être un peu moins cher. Si c'est une très grosse bibliothèque, le tarif sera un peu plus élevé. Voilà, donc c'est sur devis, mais globalement, pour les établissements scolaires, c'est autour de 200 € l'année, connexion illimitée et toutes les vidéos en illimité, les fiches pédagogiques aussi, etc. etc. Et du coup, je vois une autre question. Peut-on s'abonner à Spicy Educ via le Pass Culture? On est en train justement d'arriver sur le Pass Culture, mais ça prend un petit peu de temps. Mais a priori, d'ici quelques semaines, ce sera possible. Alors, peu importe la taille de l'établissement, non, ça dépend. C'est pour ça que c'est une demande de devis. Un établissement de 600 élèves, ça va être 200 €. Un établissement de 1000 élèves, on va être plutôt sur 250 €. 1500 élèves, 300 € et ainsi de suite. Mais globalement, voilà. Oui, les contenus sont adaptés pour le collège et le lycée. Ils sont même classés d'ailleurs par niveau. Et est-ce que ça peut être un abonnement individuel? Oui, totalement. Et du coup, le devis, dans ces cas-là, sera adapté en fonction. Et pour 110 élèves, pardon, j'enchaîne un peu comme ça.
questions au fil de l'eau. 110 élèves, oui, bah, du coup, c'est moins de 600 élèves, donc c'est autour de 200 euros. Et je ne sais pas si certains d'entre vous sont des établissements agricoles, mais on a un partenariat avec Renadoc qui fait que le tarif est du coup un petit peu moins cher. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est envisageable. On peut... l'abonnement établissement pourrait être pris via le Pass Culture. Oui, a priori. Nous sommes en train de faire des démarches pour faire partie de l'offre collective via Adage. Vous pourrez réserver du coup un abonnement annuel. Malgré l'enthousiasme débordant pour Spicy Educ, on va peut-être laisser quand même juste Théophile présenter Sven. Après, on pourrait vous envoyer des coordonnées justement pour parler plus spécifiquement des différents sujets si vous le souhaitez. Donc, Théophile, TikTok de l'information, Sven, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, donc bonjour à tous, moi c'est Théophile Lucia, j'ai 28 ans, je suis l'un des cofondateurs de Sven. Sven, c'est le réseau social de l'information, donc on peut le vulgariser en disant que c'est le TikTok de la news ou le caféine de la vidéo. Nous, on va être un agrégateur de news, donc concrètement, on va rassembler dans une même information, dans une même application, pardon, dans un écrin, plus de 60 médias partenaires. Donc on va avoir des médias généralistes comme 20 minutes d'ailleurs, comme l'AFP, comme France Info, comme TF1. On va aussi avoir des médias qui sont nés sur les réseaux sociaux. On l'a vu au travers de l'étude, les jeunes et les marques médias se sont adaptés et ont investi ces 10 dernières années beaucoup de temps et d'argent sur les plateformes sociales pour aller toucher cette audience de moins de 30 ans globalement. Donc on va avoir des médias comme Mademoiselle, Simone, Les Éclaireuses par exemple, qui sont des médias qui sont nés sur les plateformes sociales. Et on va agréger tout ça dans une même application qui va ressembler dans les codes à ce qu'on peut retrouver sur TikTok. Donc c'est quelque chose qui parle à cette génération. On est 100% vidéo, une vidéo qui prend tout l'écran. On a l'impression d'être un petit peu sur TikTok ou sur Instagram, mais avec exclusivement des vidéos qui sont produites par des médias sérieux, sourcés, fiables. Et donc un écrin pour que cette génération s'informe dans quelque chose qu'elle connaît, dans un univers qu'elle connaît, mais exclusivement avec du contenu de qualité. Voilà un petit peu pour Sven. On couvre un petit peu toutes les thématiques, donc de l'écologie, politique, culture, sport. Et l'idée, c'est de pouvoir, aujourd'hui, on a 40-50 vidéos qui sont publiées par jour sur notre plateforme avec nos différents médias partenaires. Et donc les utilisateurs peuvent s'informer au quotidien avec notre application qui est gratuite et qui est disponible pour l'instant sur iOS. Merci beaucoup Théophile. Je me demandais, parce que tout à l'heure Marion parlait d'une audience de 14-18 ans sur les réseaux sociaux de 20 minutes. Est-ce que c'est des choses que vous observez aussi chez vous? Alors, nous, on va avoir une audience qui est un petit peu plus vieille. C'est vrai que les 14-18 ans ont grandi encore plus que ma génération avec les réseaux sociaux et notamment TikTok, donc sont très présents sur ces plateformes-là, avec une vraie difficulté à les faire sortir de cette application. Nous, on va avoir une audience qui est un petit peu plus âgée. On va toucher principalement les 18-30 ans. On a certains utilisateurs qui sont un petit peu plus jeunes, mais c'est pas la majorité. En fait, on va toucher une audience qui aujourd'hui a cette prise de conscience de se dire que les réseaux sociaux sont pas finalement les meilleures plateformes pour s'informer. Il y a plein de bonnes choses, notamment tous les médias qui font du super travail. Sauf que malheureusement, les réseaux sociaux dictent un petit peu leurs lois, donc notamment au travers des algorithmes, notamment en laissant la parole à plein de personnes qui diffusent de la mésinformation ou des fake news. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été menée par NewsGuard en 2022 qui montrait parmi les 20 premiers résultats des recherches sur TikTok, 20% étaient des fake news. Donc on voit que ces grandes plateformes malheureusement ne couvrent pas suffisamment le job, et c'est ce qui nous a poussé à créer une alternative. Pendant très longtemps, beaucoup de médias ont investi les réseaux sociaux. Nous, on a décidé de prendre un petit peu le contre-pied et de se dire que plutôt que de chercher sans cesse la solution au travers de ces plateformes-là, il fallait plutôt créer une alternative et rassembler les médias autour de cette alternative-là. Alors, j'essaye de lire les questions en même temps. La version Android arrive prochainement. Vous inquiétez pas là-dessus.
Le modèle économique, c'est basé c'est basé sur la publicité. Moi, je suis pas du tout journaliste. J'ai travaillé pendant un petit peu plus de 3 ans chez M6, côté régie publicitaire. Et mon associé était l'ex-CTO d'M6, sur la partie tech. Et avec nos algorithmes, donc on a des algorithmes qui sont basés sur du déclaratif. Donc, si je m'intéresse au sport, à l'écologie, au féminisme, par exemple, on va pousser majoritairement ces contenus-là, mais avec une notion de diversité, dans le sens où si on s'enferme pas, par exemple, avec 20 minutes sur notre plateforme, et qu'on voit que l'utilisateur ne s'informe pas avec 20 minutes, à un moment donné, on va repousser du 20 minutes pour qu'il redécouvre ce média et qu'il reconsomme ce contenu-là. Donc, une vraie notion de diversité, que ce soit dans les médias partenaires comme dans les thématiques qui sont consommées par nos utilisateurs. Super, merci. Est-ce que je peux Pardon, excusez-moi. Vas-y. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a poussé à lancer cette application, cet agrégateur de contenu version un peu TikTok? Ouais, moi j'ai 28 ans, donc je fais un petit peu partie de cette génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, moins TikTok, mais en tout cas Facebook et après Instagram. J'y passe beaucoup de temps sur ces plateformes-là. Je m'informais sur ces plateformes-là, mais avec toutes les problématiques et notamment pendant la période du Covid, j'ai vu que les réseaux sociaux, malheureusement, c'était un petit peu la foire. Il y avait un petit peu tout et n'importe quoi. Je me sentais perdu quand je cherchais à m'informer parce que nos parents, nos grands-parents avaient le réflexe d'acheter la presse, d'allumer la télévision. Notre génération, on l'a beaucoup moins. On a pu le voir dans les différentes stats. Et on a le réflexe d'ouvrir les réseaux sociaux. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont pas faits pour s'informer. Et le business des réseaux sociaux, de TikTok et d'Instagram, n'est pas fait d'informer son audience. Donc on s'est dit qu'il n'y avait pas d'alternative qui existait, et donc qu'il fallait la créer. Super, merci beaucoup. C'est intéressant, Théophile, ce que tu disais sur les thématiques. Il y a une étude qui expliquait, une étude du CSA de l'année dernière qui expliquait que 47% des 13-17 ans citaient des informations sur le cinéma, les jeux vidéo, les séries, la musique comme étant les plus intéressantes. Est-ce que c'est des choses que vous constatez aussi? Parce que 20 minutes, vous avez plusieurs thématiques différentes. Sven également. Est-ce que vous voyez une appétence particulière pour des thématiques auprès de ces jeunes générations? Je commence, Théophile ou... Ouais, vas-y, Marion. Alors, chez nous, tout récemment, on m'a alerté là-dessus, justement. On avait globalement quand même de l'appétence pour ce qui était, en tout cas sur nos réseaux sociaux, pour tout ce qui était environnement, planète, santé mentale et culture, effectivement. Là, depuis quelques temps, on avait aussi ce qu'on appelle chez nous le hard news, l'information chaude, le breaking news, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment l'information pure, on va dire, qui est vraiment a été balayée par l'information people. On a l'impression que sur nos réseaux sociaux, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme pour vous, Théophile, la guerre en Ukraine et la réforme des retraites ont complètement démoralisé nos lecteurs et nos auditeurs. Et on se retrouve vraiment dans une information, on va dire, un peu cocon. Et avec un peu cocon, bien-être, sur vraiment une temporalité plus douce, quoi, que le hard news. Ce qui faisait au début de 20 minutes après Covid, parce qu'on s'est lancé, effectivement, on a pris ce virage pour les mêmes raisons que Théophile et que Sven. On sentait qu'il y avait une multiplicité des informations, énormément de fake news. Et donc, on a voulu, en fait, on va dire... nous aussi, participer à l'information sur les réseaux sociaux avec notre information qui est fiable. Et du coup, direct après le déconfinement, on avait vraiment une appétence pour l'information brute, très Covid, forcément centrée. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est vrai que les séquences sont très longues. La guerre en Ukraine, les retraites, le coronavirus. Et aujourd'hui, on a plus une fidélisation du côté de la planète, du côté un peu de l'environnement, mais on va dire l'environnement pas dramatique, quoi. Les bonnes initiatives pour l'environnement. Et, Ouais, Vas-y, Théophile.
Non, moi je rejoins à peu près ce qui a été dit par Marion. Pour nous, ça a été une vraie difficulté d'attirer cette jeune audience sur de la news, mais en ayant tout un côté un petit peu décomplexé, on va dire, pouvoir s'informer à la fois sur un sujet qui est lourd, qui est engageant, comme la guerre en Ukraine, comme le Covid, etc. Et switcher très rapidement sur quelque chose de beaucoup plus léger. Donc nous, c'est aussi quelque chose qu'on rajoute dans nos algorithmes pour justement que l'utilisateur il vienne pas sur Sven en se disant mince, je vais passer un mauvais moment parce que je vais m'informer sur plein de choses qui sont pas forcément souriantes. Donc on essaye d'avoir cette diversité, notamment dans nos verticales, et de ne pas enchaîner les verticales un petit peu fortes. Et comme le disait Marion, il y a des sujets sur lesquels ils se retrouvent beaucoup, et notamment le sujet de l'écologie, mais traité avec un axe solution plus que dramatique. Et pour répondre aux questions, tant que j'y suis, oui, Sven est disponible sur iPad. Marion, j'avais une petite question. C'est toujours de la même étude que je conseille d'ailleurs, qui s'appelle, je crois, Les adolescents et l'information du CSA. Il y avait, en gros, ça disait que 83% des 13-17 ans considéraient qu'il était important de s'informer, ce qui est une bonne nouvelle. Mais seulement 3% apparemment consultent l'actualité via la presse papier. Est-ce que vous, chez 20 minutes, en parallèle de l'ascension des réseaux sociaux que vous avez eu, est-ce que vous arrivez à savoir s'il y a quand même encore des jeunes qui vont lire la version papier du journal ou pas du tout? Alors, on a ce qu'on appelle le taux de pénétration. Quand nous, on est distribué 3 jours par semaine maintenant. On a 3 publications print. Apparemment, oui, on arrive à avoir ces chiffres-là. On suit forcément la logique de marché, qui est celle qu'il y a une désaffection pour le print, vous le savez, puisque avant, on était publié 7 jours sur 7, puis 5 jours sur 7, puis aujourd'hui 3 jours sur 7. Post-Covid, enfin pendant le Covid, on n'a même pas été publié. Nous, on a été l'un des premiers médias à souffrir de la pandémie. Donc, on a arrêté carrément notre publication papier. Et on s'est reporté, et tous nos lecteurs, en revanche, se sont reportés sur notre site internet. Je pense qu'on a fait, nous, on ouvrait un live tous les jours sur le coronavirus, et je pense qu'on n'a jamais fait autant d'audience avec nos lives, et notamment sur les jeunes. Et aujourd'hui, avec nos lives Ukraine, on en est, je ne sais plus, à plus de 400, qu'on ouvre tous les matins, c'est aussi les jeunes qui les lisent énormément. Et là, on a... Pour le papier, je pourrais pas, j'aurais peur de me tromper, je voudrais pas vous donner des chiffres erronés, mais effectivement, on suit cette tendance. Les jeunes ne vont plus vers le papier. À moins qu'on fasse effectivement des one-shots, c'est-à-dire sur des thèmes particuliers consacrés comme on l'a fait. On l'a fait sur la sexualité, on l'a fait sur la viande, on l'a fait sur la planète. Et ça, c'est des choses, on sait que c'est des choses qui marchent. Ok. D'ailleurs, je me permets de rebondir, mais ce que j'ai pas précisé sur les contenus Spicy Edu qu'on propose, tout sur ce qu'on a reproduit notamment. Il y a des choses qu'on produit en collaboration avec 20 minutes, et notamment une émission qui s'appelle Oh My Fake, qui est présentée par une professeure d'histoire géo, parce que tous nos contenus sont faits soit par des journalistes, soit par des enseignants, ou les deux. Enfin, on travaille main dans la main avec les enseignants. Et du coup, effectivement, ce contenu qui s'adresse aux jeunes, qui s'appelle Oh My Fake et qui décrypte, on part d'une fake news, et l'idée, c'est déjà de la décrypter et ensuite de donner des clés pour que les élèves puissent se dire ok, j'ai des nouvelles clés ensuite pour décrypter l'info, etc. Et ce contenu-là est diffusé aussi sur vos réseaux Snapchat chez 20 minutes, et on remarque qu'il y a des millions de vues. Donc c'est incroyable, ça veut dire que les jeunes sont intéressés par le décryptage de l'info, et parfois c'est des sujets qui sont un peu complexes. Des sujets par exemple sur le 49.3, sur les vaccins, des choses comme ça, et franchement ça marche très très bien. Donc J'allais aussi venir plus tard. Effectivement, quand on disait tout à l'heure qu'il fallait adapter nos formats, c'est effectivement ce qu'on a fait, notamment grâce à Oh My Fake. Mais effectivement, on arrive à capter une audience jeune quand on parle d'actualité chaude, c'est-à-dire du breaking news, de la hard news.
si on est pédagogique, si on est didactique. Et donc là, on a on a plusieurs formats qui existent effectivement sur nos réseaux sociaux, qui sont les 2 minutes d'actu, qui sont le brief, par exemple, ça peut être un brief conso, un brief planète, ça peut être vraiment, où là, on va poser, par exemple, on a aussi ce format vidéo qui s'est appelé l'actu en 5 Q, en 5 questions. Vous savez, les 5 questions des journalistes, qui, que, où, comment, pourquoi. Et ça, on développait par exemple sur la COP 25, on a fait sur le coronavirus en Chine, voilà. Et à chaque fois, c'est effectivement des vidéos qui marchent, et notamment nos vidéos Fake-Off, avec notre cellule Fake-Off, dont on fait partie aussi au MyFake. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des formats qui fonctionne le mieux sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire de débunker l'information. C'est-à-dire on part, là, c'était dimanche, justement, la journée du fact-checking. Et c'est vrai que ça a très bien marché parce qu'on a montré les coulisses en fait de ce service. On a 4 journalistes qui y sont complètement dédiés et qui tous les jours vont, on va dire, reprendre à rebours une information en disant bon, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Parfois elle est vraie, plus souvent elle est fausse. mais c'est vrai que c'est un pôle très important. Et là, depuis dimanche, en fait, on a sorti toute une série de vidéos et toute une série d'articles qui expliquent le fonctionnement de ce service, comment en fait on fabrique tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure, Julia, c'est-à-dire la mésinformation, la désinformation et la malinformation. Et c'est vrai que ces articles-là remportent un taux d'adhésion énorme parce que c'est ce que les jeunes ont envie aujourd'hui de savoir. Comment est fabriquée une info, comment on peut la contredire ou l'infirmer ou la confirmer. Et c'est des choses qui marchent très bien. Je ne sais pas si c'est mis en avant, en tout cas, par exemple, sur Sven, ce genre de contenu, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très bien chez nous. Ouais, c'est intéressant ce que vous disiez sur la manière dont on va se présenter l'information. Hugo Décrypte, la semaine dernière, était dans la matinale de France Inter, expliquait que pour les jeunes, souvent, suivre l'information, c'était un petit peu comme suivre une série. Et donc, si on avait loupé un épisode, c'était un petit peu compliqué de s'y retrouver. Et donc, lui, en tout cas, et pour le coup, il arrive vraiment à capter ces plus jeunes générations. Et vraiment un travail de ne pas trop utiliser le jargon qu'on peut retrouver en parlant de Matignon plutôt que de la Première ministre. Ou, voilà, ce genre de choses. Il y avait ce sujet-là de la sémantique à utiliser, de faire de la pédagogie. Et c'est quelque chose, du coup, j'imagine que chez 20 minutes, visiblement, que vous prenez en compte. Adélaïde, c'est aussi des éléments que vous mettez en avant dans vos vidéos, même pour les enseignants, pour pouvoir vraiment prendre le temps d'expliquer, de contextualiser l'information et de prémâcher un petit peu le travail pour les amener vers ça. Oui, complètement. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire à travers nos contenus, même la plateforme, tout simplement. Tu le disais tout au début, Julia, mais le petit Netflix de l'info, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de très nombreux foyers qui sont abonnés à des plateformes de streaming et du coup, les jeunes, ils connaissent ces plateformes, ils connaissent Netflix, ils connaissent Amazon Prime, etc. Donc, ils savent comment ça fonctionne. Et c'est vrai que pour eux, d'aller sur une plateforme comme ça de streaming pour visionner du contenu adapté du coup à l'éducation média, à la lutte contre la désinformation, l'impact du numérique sur nos vies, etc. Même le fonctionnement, l'outil, ils le connaissent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et après, tout ce qui est vraiment contenu en lui-même, on choisit toujours des thématiques en fait en lien avec ce que les enseignants nous remontent du terrain. On a fait des petits panels de profs voilà, qui nous ont dit nous, les jeunes nous parlent de ça, on a besoin de vidéos là-dessus. Et du coup, c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé et qu'on a produit des choses, etc. Et on continue de le faire régulièrement. Là, on va organiser un prochain panel d'enseignants. D'ailleurs, si certains sont intéressés pour y participer, on va lancer un appel bientôt. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre les remontées du terrain des enseignants qui nous disent nous, on a besoin de sujets là-dessus, etc. Et nous, on s'adapte et on fournit les vidéos en conséquence, quoi, pour que ce soit vraiment adapté à leur séance. Théophile, je sais que sur Sven, et c'est pour ça qu'on parle du premier réseau social de l'information, vous avez ajouté une fonction sociale justement qui permet de réagir aux informations qui sont publiées donc
par des médias sur la plateforme et de réagir et de partager ça avec sa communauté. Est-ce qu'il faut qu'en gros l'information soit TikTokisée pour qu'elle puisse intéresser les jeunes, et comment est-ce que ça va servir aussi à justement développer un petit peu l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'info? Non, ça tombe bien, j'allais en parler. Je pense qu'il y a une vraie question sur une fois qu'on a réussi à informer cette jeune génération, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'engage, comment elle peut diffuser cette bonne information auprès de toute sa communauté. On sait que cette jeune génération, elle a sur toutes les plateformes qu'elle consomme tout au long de la journée un côté très social, beaucoup d'échanges avec toute sa communauté, que ce soit sur TikTok, sur Snapchat ou sur Instagram. Et nous, chez Sven, on a cherché à révolutionner le commentaire. Alors, on sait que les commentaires sur les grandes plateformes n'apportent pas énormément, que ce soit aux médias comme aux utilisateurs. Du coup, on s'est posé la question de comment réussir à engager cette jeune génération autour de l'information. Et donc, on a lancé une fonctionnalité il y a quelques jours qui permet aux utilisateurs de réagir au contenu des médias. Donc, concrètement, je suis sur une vidéo de 20 minutes. J'ai envie de réagir à cette vidéo-là. J'ai envie de poser une question. J'ai envie de diffuser cette vidéo auprès de ma communauté. Et je vais me filmer face caméra. Je vais m'enregistrer. J'ai 10 secondes pour apporter ma réaction. Et je vais pouvoir partager cette réaction auprès de toute ma communauté, donc dans un cercle privé. L'idée, c'est que ça reste dans un cercle privé et que je puisse créer du débat et prendre la parole avec ma communauté plutôt qu'avec plein de personnes, et que ça dégénère un petit peu comme on peut le voir sur certains commentaires sur les réseaux sociaux. Donc, pour répondre à ta question, Julia, je pense que faut pas que ça soit comme un TikTok, mais je pense que cette génération, et nous on l'a vu en faisant des études avec notamment des jeunes qui devaient avoir entre 18 et 22 ans. Ils ont une vraie volonté de partager l'information. Quand ils trouvent quelque chose d'intéressant, que ce soit une information, mais comme ça peut être un super produit ou autre, ils ont cette volonté de partager avec toute leur communauté. Donc je pense que ce réflexe de partage, il faut que les médias et l'information s'en servent parce que ça peut devenir un cercle vertueux en fait. À partir du moment où on a ces early adopters autour de l'information qui, eux, vont derrière diffuser auprès de leur communauté, je pense qu'il faut s'en servir, et ça peut ne ramener cette jeune génération autour de l'information qu'avec ce cercle vertueux du partage. Et j'imagine que 20 minutes dans la création des formats, il y a cette volonté de faire réagir, il y a cette volonté de faire partager, j'imagine que c'est votre quotidien quand on crée les vidéos. Oui, je sais pas si vous l'avez vu à la fin, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on interpelle notre communauté de lecteurs, bien sûr. Et on a vraiment maintenant dans les formats qu'on a essayé de créer, voilà, on a à chaque fois ce qu'on appelle un peu le communautaire. On l'avait déjà par écrit, on l'avait déjà sur notre site internet. On fait des appels à témoignages, on fait beaucoup de choses comme ça. On donne la parole à nos lecteurs. Et là, on le fait aussi en vidéo. Il y a des formats qui vont être lancés en plus prochainement et qui interpellent encore plus notre lectorat, parce que c'est vrai que c'est quand on voit les jeunes ont leur mot à dire en fait. Et souvent, ils ont pas d'espace pour parler de l'information, et de l'information comme eux l'entendent. Et donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'ai pas eu l'occasion encore de voir, je sais que mes collègues m'en ont parlé, Théophile, mais j'ai pas eu l'occasion de voir encore ce que ça donnait sur votre appli. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et nous, on a eu toute la difficulté, tout notre challenge, c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, c'était l'engagement, en fait. C'est une fois qu'on a identifié ces lecteurs, ces lectrices sur les réseaux sociaux, ces usagers, on va dire, des réseaux sociaux. Une fois qu'on sait comment leur parler, qu'on les a identifiés, qu'ils nous ont identifiés, comment les garder en fait. Comment leur dire, venez encore demain chez nous parce qu'on a encore des choses à vous proposer. Et c'est vraiment tout notre challenge aujourd'hui, c'est de proposer ces formats qui vont pouvoir capter leur attention, qui vont les intéresser. Et en plus, on sait vraiment que quand un jeune est sur un réseau social, il reste généralement sur le réseau social. Donc nous, on avait tout un système de liens, on mettait les liens vers les articles qui ramenaient vers
les réseaux sociaux inversement, mais ça, c'est un peu dépassé, c'est un peu obsolète. Aujourd'hui, il faut trouver vraiment d'autres façons de les garder avec nous. Et c'est vrai que les interpeller, d'échanger avec eux, de créer des espaces en fait de dialogue avec cette communauté-là, avec celle qui est vraiment intéressée par l'info, parce que même si je disais tout à l'heure que les retraites ou l'Ukraine pouvaient un peu les lasser, c'est encore sur ce genre d'événement. On a fait notre plus grosse audience dernièrement. Bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, avec le démarrage de la guerre en Ukraine il y a plus d'1 an sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a été énormément suivis par nos lecteurs, et c'est vrai que récemment, on a ouvert nos lives aux commentaires. Des choses qu'on ne faisait pas, parce qu'avec tout le risque que ça prend derrière de la désinformation, justement. Et c'est vrai que de répondre de manière très réactive à nos lecteurs, c'est quelque chose qui leur plaît, on le voit. C'est effectivement intéressant, et justement, ça me permet de faire une transition avec le sujet des réseaux sociaux. C'est encore une étude, il y en a tellement en ce moment, de Milan Presse pour le coup, qui montre un petit peu le paradoxe entre les jeunes qui disent avoir conscience des risques de la désinformation sur les réseaux sociaux, et en même temps, ils l'utilisent quand même prioritairement pour s'informer. Et une autre étude encore d'Ipsos, qui n'est pas la nôtre pour le coup, mais qui date de l'année dernière aussi, précisait qu'il y avait 65% des jeunes qui se considéraient armés pour détecter des fake news. Donc, comment, en fait, déjà, est-ce qu'ils le sont tant que ça? Est-ce qu'on l'est tous d'ailleurs tant que ça? Parce qu'en réalité, la désinformation ne s'applique pas qu'aux jeunes, au contraire. Est-ce qu'on est vraiment armés, et comment est-ce qu'on fait justement pour essayer de rééquilibrer un petit peu ce paradoxe? Peut-être Adélaïde, c'est un peu votre cœur de... Oui, bien sûr. Effectivement, avoir les bons outils et l'éducation aux médias, ça ne s'adresse pas uniquement qu'aux jeunes, hein, parce que nous, on fait des formations aussi pour les étudiants en école supérieure et puis pour les adultes. Et puis, c'est tout au long de la vie. Et on voit que même parfois, des personnes qui ont un esprit critique très aiguisé peuvent se tromper et se faire avoir par une fake news. Ça arrive très souvent dans des rédactions que des journalistes se trompent et après publient un démenti pour dire je suis désolée, on s'est trompé, on a relayé une fausse info. Voilà, donc ça arrive aussi aux adultes, effectivement. Je pense qu'il faut... En fait, au lieu de... Il y en a beaucoup qui essaieraient d'interdire le téléphone portable ou les réseaux sociaux aux jeunes. En fait, ils vont forcément s'en servir. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur donner les bonnes clés, de leur donner les outils, de leur dire attention, voilà comment vous pouvez repérer une fausse info, voilà les réflexes à adopter, les questions à se poser. Et en fait, tout ça, ça passe par l'éducation. Et du coup, c'est grâce aux enseignants que ça peut se faire. Mais là où c'est important, c'est que, et nous, je pense là, on répond vraiment à un besoin avec Spicy Educ, c'est qu'aujourd'hui, il manque quand même beaucoup de ressources. En fait, comme tout ça, ça va très vite, les réseaux sociaux, etc. Il manque des ressources vidéo pour en parler aux élèves et leur montrer que nous aussi, on sait ce que c'est TikTok, nous aussi, on sait ce que c'est Instagram. Enfin, c'est pas évident, hein. Aujourd'hui, il y a des nouveaux réseaux sociaux toutes les 2 secondes et c'est compliqué de comprendre le fonctionnement, de savoir qui est la dernière influenceuse, qui a relayé telle info, etc. Et du coup, nous, en prenant en compte des demandes des enseignants qui sont remontées directement des élèves, c'est vrai que ça donne une légitimité supplémentaire de dire regardez, je vous montre une vidéo sur votre dernière influenceuse qui a relayé ça sur Snapchat ou Instagram. Je vais vous expliquer pourquoi il faut faire attention à ce genre de message, etc. etc. Donc non, clairement, nous, on voit ça toute la journée et je pense que ça répond vraiment à un besoin, ces vidéos. C'est pour ça que du coup, on est content de le mettre à disposition des enseignants. Et du coup, ça répond aussi à la question de Guillou sur ces plateformes ou applications sont recommandées par les enseignants ou par les élèves entre eux. Nous, c'est vraiment une plateforme qui est mise à disposition des enseignants, pour le coup. Je pense à l'inverse de Sven. Enfin, tu me diras, Théophile, si je me trompe, mais je pense que les enseignants peuvent recommander aux élèves aussi. Mais nous, l'idée, c'est vraiment, voilà, on met à disposition nos vidéos pour que les enseignants s'en saisissent et puissent élaborer leur séance comme ils le souhaitent, quoi. .
Ouais, Moi, je vais bien prendre la suite, hein, si vous voulez. De Delaïde, je partage assez bien ce qu'elle a dit. Et pour répondre peut-être un petit peu plus sur la partie pourquoi ils sont conscients du risque de fake news sur les réseaux sociaux, etc., mais pourquoi ils y retournent. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre alternative pour cette génération-là. Ils ne se retrouvaient pas forcément sur les sites d'infos, ils ne se retrouvaient pas forcément en allumant leur télévision ou en achetant la presse. Et finalement, consommer l'information sur les réseaux sociaux leur allait plutôt bien, même avec ce risque de fake news. Donc c'est aussi nous ce qui nous a poussé à créer Sven, c'est proposer cette alternative qui n'existait pas aujourd'hui pour, pour leur apporter cet espace sécuritaire. Pour la partie fake news, je pense qu'on est aujourd'hui tous confrontés aux fake news et on le saura davantage ces prochains jours, semaines, années, avec notamment l'intelligence artificielle, avec tout ça. Je pense que bah, des outils comme Spicy Educ, comme ce que font avec Oh My Fake, les équipes de 20 minutes et tous les autres médias qui peuvent faire ce genre de sujet, de format-là, vont devenir essentiels. Comment? Oh My Fake, c'est une coproduction Spicy 20 minutes. Mais bref, pardon. Ouais. Non, ok. Bah, Spicy plus 20 minutes, du coup, seront essentiels pour avoir les clés et avoir bah, les éléments pour justement ne pas faire d'erreur, même si je pense que ça va devenir très compliqué. C'est vraiment, comme le disait Adélaïde, c'est vraiment l'éducation aux médias qui peut les aider dans ce cas-là. Moi, je peux vous donner un exemple concret. Moi, mon neveu a 16 ans. Il s'informe depuis toujours sur les réseaux sociaux, sur YouTube, avec ses influenceurs, avec Hugo Décrypte. Et j'ai parlé avec lui des fake news. Comment tu sais ce que tu regardes ou ce que tu entends est vrai? Il dit, ben, qu'est-ce qui me garantit que ce que toi tu écris est vrai? Donc, il ne s'informe pas sur 20 minutes, à mon grand désespoir, mais il vient de télécharger Sven. Donc, je suis ravie de ça. Mais en même temps, quand je lui dis, mais quand on parle d'une information, par exemple, il est passionné des États-Unis, de Donald Trump. Alors là, on est vraiment dans du concret, hein, on va dire, dans la fake news. Ben en fait, il va avoir plusieurs sources. Ils comparent d'eux-mêmes, en fait. Et ça, il m'a dit, c'est au collège que je l'ai appris. Et au lycée, derrière. De comparer, d'aller voir sur telle ou telle source, sur tel ou tel média. Et donc, ben, eux, ils comparent leurs sources sur les réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube, et beaucoup moins, effectivement, dans les médias qu'on appelle aujourd'hui plus classiques, dont 20 minutes fait partie. Mais effectivement, c'est vrai que c'est intéressant de discuter avec lui, justement, pour comme le disait Adélaïde, créer des nouveaux formats, essayer de voir vers quel influenceur bah, ils vont le plus souvent pour essayer de voir ce que cet influenceur peut dire ou quel message il peut véhiculer, etc. Pour nous aussi nous adapter. Et essayer de débunker si on doit débunker. C'est marrant parce que chez Caféine aussi, on remarque beaucoup que les gens vont aller picorer différentes sources et différents points de vue justement pour se créer un petit peu leur propre opinion. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a moins de fidélité peut-être à des marques en particulier au départ, mais en tout cas une ouverture et une curiosité d'aller essayer de chercher différentes sources. Et c'est vrai que ça passe beaucoup par le cercle familial et beaucoup aussi ça se passe à l'école grâce aux enseignants pour faire cette médiation-là. Je pense que pour la main qui est levée, a priori, les questions, ça se passe sur le chat. Je ne suis pas sûre d'avoir la possibilité de donner la parole et j'en profite simplement pour répondre à Martine Laurent sur Caféine. Ça a été expliqué rapidement au début, mais puisqu'on fait on n'utilise que des comparaisons comme ça, disons que c'est le Spotify de la presse, mais en gros, l'idée, c'est de proposer une agrégation de différents titres de presse papier et de médias en ligne. Donc, il y a par exemple Libération, Le Figaro, La Croix, Le Parisien. Il y a des quotidiens régionaux aussi, comme La Voix du Nord, La Provence, La Dépêche. Et puis, il y a des magazines, le Journal du Dimanche, Le Point, L'Express. Et on a également intégré des médias en ligne, comme l'AFP, comme Slate, comme The Conversation, Euronews, ou Arrêt sur Image, par exemple. Et l'idée, c'est de proposer
ce contenu-là via un abonnement à 10 € par mois, 9,99 € par mois, et d'avoir accès en illimité à ces différentes sources qui sont mises en avant par nos équipes éditoriales. Et je précise, puisque c'est un peu le sujet ici, c'est distribué dans certains collèges et lycées via les CDI dans le portail EasyDoc par Canopé. Si vous avez peut-être des questions à poser dans le chat avant qu'on clôture cette séance, il y a tellement de sujets en réalité que c'est difficile d'en venir à bout. Je laisse quelques instants. Héloïse qui travaille chez Caffeine et qui vient de préciser très justement les différentes offres. Alors, Sven, c'est une inscription à partir de quel âge? Quel usage des données personnelles? Ensuite, vis-à-vis de la publicité, Théophile. Sur l'âge, on est à partir de 13 ans, comme les plateformes sociales. Et sur les données, on va être sur du déclaratif. Donc, quand on crée un compte sur Sven, on demande aux utilisateurs. D'ailleurs, on peut utiliser Sven sans compte. Donc là, il n'y a pas de data qui sont prises en compte. Et quand on crée un compte sur Sven, on demande une tranche d'âge. On peut ne pas donner sa tranche d'âge. On demande son sexe. On peut ne pas donner son sexe. Et on demande les sujets préférés, donc les grandes thématiques préférées. On peut ne rien remplir et accéder à Sven. L'idée, c'est bien évidemment, vu qu'on a un business model basé sur la publicité, c'est de pouvoir distribuer la publicité avec un certain nombre derrière de ciblage, mais on n'est pas TikTok, on ne scrape pas toutes les données de nos utilisateurs et on est sur des serveurs en France, on est très clean vis-à-vis de ça. Ça fait partie aussi de nos valeurs quand on a monté Sven. Pareil, je me permets de préciser, niveau RGPD, nous, vu qu'on est intégré dans le GAR, donc le gestionnaire d'accès aux ressources de l'éducation nationale, et qu'on est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, tout ce qui est RGPD, etc., était entièrement vérifié. Donc, pareil, nous sommes irréprochables à ce niveau-là. Bah, nous aussi, parce que voilà, et Héloïse de conclure RGPD compliant. Si ça vous va tous et toutes, on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup Adélaïde. Merci beaucoup. Juste répondre à Gaëlle Devant, pardon, je suis désolée. Non, mais il y a quelques questions qui arrivent. Ici collabore avec les ProfDoc pour créer les contenus, car ProfDoc expert de l'AMI, donc meilleure personne ressource pour ça. Vous avez totalement raison, Gaëlle. Et effectivement, on collabore avec des professeurs documentalistes, mais pas que, aussi des professeurs d'histoire géo, des professeurs de français. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ces remontées du terrain sur les sujets qu'il faut traiter en premier et qu'on va produire pour Spicy Educ, mais aussi surtout de collaborer ensemble, justement, main dans la main, pour faire des contenus adaptés au mieux pour les enseignants. Donc, la réponse est oui. Parfait. J'en profite pour répondre à Chantal. Oui, les slides seront envoyés et la conférence étant enregistrée, elle sera également disponible sur le site du Clémy qui devrait vous recontacter avec toutes ces informations. Je vous mettrai également les liens des différentes études qui ont été citées pour que vous puissiez avoir quelques chiffres histoire d'étayer tout ça. Merci à toutes et tous pour votre participation, Adélaïde, Marion, Théophile, pour votre attention. Et puis on espère réitérer ce genre de sujet bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.